Fixer des objectifs est comme construire un bateau. Cela donne envie de partir à l'aventure, mais ça ne promet en aucun cas d'arriver à bon port. En 2014, une étude de l'université du Michigan montre que seulement 20% des gens arrivent à atteindre leurs objectifs de santé sur le long terme. Pire, des chercheurs de l'université de Scranton cette fois montrent que 92% des gens échouent dans leur tentative d'atteindre leurs objectifs de la nouvelle année. Dans une quête perpétuelle de challenge et d'amélioration de soi, on sait à quel point est-ce qu'il est important de se fixer des objectifs. Moi-même, chaque trimestre, je me prête volontiers à cet exercice. Le problème, c'est que si je fais preuve d'intégrité et d'honnêteté, il s'avère que la plupart du temps, j'échoue. Pour cette vidéo, j'ai décidé de ressortir les vieux carnets pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Objectif trimestre 2, 2022. Atteindre et conserver 10% de masse grasse, j'ai jamais réussi. Maintenant, trimestre 1 de 2023, acheter mon premier appartement, c'est passé à la trappe. Mais alors, comment est-ce possible ? Malgré des techniques d'optimisation comme la méthode SMART ou encore Evilly, je n'ai pas réussi à atteindre la plupart de mes objectifs. Et il semblerait que je ne sois pas le seul. Néanmoins, ce que je vous ai pas dit quand même, c'est que dans ce carnet, en réalité, il y a des objectifs que j'ai atteints. Trimestre 1 2024, obtenir 1 million d'abonnés sur les réseaux et soulever 100 kg au développé couché, ce que j'ai réussi. Trimestre 2 2023, avoir mon permis, réussi. Aborder 100 filles dans la rue, réussi. Apprendre l'anglais et partir en voyage solo, ce que j'ai aussi fait. Tout ça m'amène désormais à me poser une question fondamentale. Pourquoi j'ai réussi à atteindre certains de mes objectifs alors que d'autres pas du tout, sachant que ça n'a rien à voir avec le niveau de difficulté. Pour le comprendre, et pour cette vidéo d'autant plus, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet et surtout, j'ai pris le temps de me questionner et de regarder de manière rétrospective qu'est-ce qui avait fait que oui ou non ça avait marché. Et je peux le dire avec une certitude déconcertante, il existe un secret. Et j'irai même plus loin en disant qu'il existe plusieurs secrets. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te les révéler. Une des plus grandes problématiques à laquelle on est confronté quand on veut atteindre un objectif, c'est la friction et souvent le désaccord qu'il pourrait y avoir entre nos émotions, c'est-à-dire nos désirs grossièrement, et notre raison, qui souvent est associée à nos objectifs. Joseph Ledoux, c'est un chercheur qui a mené des études sur ce sujet, notamment à propos des émotions et qui s'est rendu compte de quelque chose de complètement fou. Dans notre cerveau, il existe une voix basse. Celle-ci permet d'allumer l'amygdale, donc de créer des émotions par exemple, en passant par le thalamus sans même être interprétée par le cortex préfrontal. Imagine la situation suivante. Tu te balades tranquillement dans la forêt et d'un coup, sur la gauche, tu vois quelque chose qui s'apparente à un serpent. Ici, la voix courte va activer une réponse instantanée de frayeur et de sursaut. Et c'est seulement après, par ce que Joseph Ledoux appelle la voix longue, qu'on va pouvoir soit calmer un peu cette pulsion, soit l'inhiber au fur et à mesure. Ce qui est intéressant avec ce phénomène et donc avec la voix basse, c'est que tu ne peux rien y faire. C'est complètement en dehors de ton contrôle et ça montre à quel point nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Comme l'a dit Joseph Ledoux, les émotions sont une source d'information essentielle pour l'apprentissage. Que tu le veuilles ou non, ton cerveau va retenir et assimiler des informations en fonction des émotions qui y sont associées. Autrement dit, l'empreinte émotionnelle précède l'empreinte de la raison. Pour cette raison, un objectif qui crée constamment des émotions telles que la peur ne pourra jamais être atteint parce que l'apprentissage lié à cette émotion sera tellement fort qu'on passera notre vie à l'éviter. La plupart des gens qui se fixent des objectifs ne prennent pas en considération cette pièce du puzzle, mais pourtant, elle est centrale. Naval Ravikant, qui fait partie des plus gros cerveaux de la Silicon Valley, explique dans son livre L'Almanach « Je ne crois pas aux objectifs spécifiques ». Scott Adams a une célèbre citation « Pensez système, pas objectif ». Essayons de comprendre ce que ça veut dire et pourquoi c'est aussi important. Un système, on va dire que c'est un grand cercle et que dedans, il y a des petits points qui, eux, sont les objectifs. Souvent, le problème qu'on va rencontrer, c'est que nos objectifs, donc ces petits points, ne baignent pas dans le bon système, donc dans ce grand cercle, ce qu'on appelle le fameux environnement. Pour cette raison, Naval dit « L'environnement actuel programme le cerveau, mais le cerveau intelligent peut choisir son environnement à venir
pour réussir. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué précédemment avec les émotions, celles-ci conditionnent nos apprentissages sans même en être conscient. Un mauvais système crée de manière inconsciente des empreintes émotionnelles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. La première chose à faire pour atteindre ces objectifs, c'est avant tout de changer le système. Une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Le cerveau est coupé du ventre et la tête n'a pas conscience d'être liée à la queue, à la noix. Alors, tout d'abord, ce système, il est extérieur, notre lieu de vie, notre travail, nos partenaires ou encore notre entourage, mais il est aussi, et peut-être même avant tout, intérieur. Notre niveau de santé, nos gènes, notre éducation ou encore nos croyances. Ce qui est super avec le fait de réfléchir en système, c'est que ça permet de faire le tri et de se demander est-ce que cet objectif vaut le coup de modifier mon système pour l'atteindre? Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'objectifs qui ne rentrent pas en adéquation avec le système dans lequel tu es et donc tu as tout simplement soit juste intérêt à les abandonner, soit à être un peu plus exigeant envers toi-même et te dire bon bah ok, si j'ai vraiment cet objectif et qu'il est vraiment important pour moi, bon bah dans ces cas-là, je vais faire des modifications qui sont systémiques, qui sont bien plus importantes. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'atteindras pas tes objectifs. Je dois créer un système ou être asservi par celui d'un autre homme. William Blake. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui évoluent dans un système qu'ils n'ont pas choisi et dont ils se sentent un peu victimes. Le problème, souvent, c'est qu'il nous bloque et que l'ancrage émotionnel, il est tellement fort que notre force de volonté est simplement un soldat qui essaye d'affronter une armée. Voici quelques pistes de réflexion pour créer, selon moi, la base d'un bon système. 1. Un système efficace élimine toutes les distractions récurrentes parce que sinon, tu contamines le système. 2. Un bon système facilite la prise de décision. Sinon, tu surcharges le système. 3. Un excellent système est résilient et adaptable parce que sinon, tu l'empêches de s'améliorer et d'itérer. Maintenant qu'on a compris l'importance du système, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il nous manque un autre ingrédient. Les gens qui font de grandes choses n'accomplissent pas grand-chose chaque jour. Ils accomplissent quelque chose plutôt que rien, et ça suffit. Paul Graham. Une des découvertes que je trouve passionnante autour de la théorie du chaos est que pour atteindre une certaine complexité, c'est-à-dire dans une optique de survie, un truc génial, il faut beaucoup d'itérations. Autrement dit, de répétition. Aujourd'hui, on sait que d'après les travaux de Mandelbrot, qui ont été popularisés notamment par Taleb, qu'à chaque fois qu'on a une itération, un essai, qu'on fait un truc, on n'a pas exactement la même réponse et qu'elle n'augmente ou ne baisse absolument pas de manière linéaire. Ce qu'il y a plutôt, c'est un point de bifurcation, ce qu'on appelle aussi un changement de phase qui fait que, bon bah d'un coup, tout le système change. Perso, quand j'étais petit, j'étais fan de foot et je voulais, comme Ousmane Dembélé, apprendre à jongler des 2 pieds. Pour ça, j'étais prêt à tout et donc j'ai décidé de m'entraîner vraiment beaucoup. Le jour 1, j'ai réussi à en faire 2. Le jour 2, j'en ai fait 2. Le jour 3, j'en ai fait 2. Le jour 7, j'en ai fait 3. Le jour 14, 10. Et le jour 20, j'en ai fait 200. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, entre le jour 14 et le jour 20, j'avais touché mon point de bifurcation qui avait fait que, comme par magie, j'étais capable de jongler des 2 pieds avec une facilité déconcertante. C'est pour cette raison que les itérations sont aussi importantes. Si vous voulez atteindre un objectif, ou en tout cas ce fameux point de bifurcation qui ferait que vous vous en rapprocherez, je pense sincèrement que vous devez pratiquer de manière quasiment quotidienne. C'est le seul moyen d'atteindre une réelle transformation intérieure qui donnera des résultats différents. Trop de gens, dont je fais partie, sautent d'objectif en objectif et ne font pas vraiment de progrès. On revient toujours au même endroit, à ce que Joshua Foer appelle le hockey plateau. Tu fais un mois de muscu, puis tu t'arrêtes, puis tu refais un mois de muscu et au final, tu atteins le niveau précédent. Tout le monde fait ça. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est là, la différence fondamentale entre les objectifs que j'ai réussi et ceux que j'ai échoué. Pour avoir plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux, j'ai posté plus d'1 vidéo par jour pendant plus d'1 an. Pour apprendre l'anglais, durant au moins 3 mois, j'écoutais 1 heure de podcast sans relâche en anglais et souvent d'ailleurs je ne comprenais rien et je faisais également 5 à 10 minutes de mosalingua, c'est-à-dire de vocabulaire. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant de pratiquer de manière aussi régulière? Parce qu'en vrai, ça peut paraître
un peu chiant et surtout, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? 1. Ça réduit la charge cognitive. Quand tu prends une décision, tu dépenses de l'énergie. Comme dirait Tim Dunning, daily remove the option. Comme c'est un truc qui fait partie de toi, que tu incarnes, tu te demandes pas si tu le fais aujourd'hui. La question... Elle est vite répondue. Alors bien sûr, attention, ça ne veut pas dire que tu vas le faire toute ta vie. Un des conseils qu'on donne beaucoup aux alcooliques anonymes, c'est vous ne devez pas arrêter de boire toute votre vie. Vous devez juste arrêter de boire aujourd'hui. Et pour la suite, on verra plus tard. La même chose pour tes objectifs, tu peux en poursuivre un simplement pendant 3 ou 6 mois et voir ensuite ce que tu fais. Le deuxième avantage de penser comme ça, c'est que ça permet d'assimiler le volume. Dans la théorie de l'évolution, il y a 2 points de vue qui sont intéressants, c'est le gradualisme et le saltationnisme. Darwin, c'est le gradualisme qui dit que l'évolution se fait par petites améliorations constantes et de l'autre côté, on a le saltationnisme qui dit non, c'est pas exactement ça. En gros, c'est d'un coup, il y a une giga amélioration. Pour moi, les deux cohabitent. On a au quotidien des petites améliorations qui, un jour, peuvent donner des grandes améliorations. Ce qu'on disait précédemment sur la théorie du chaos. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup trop d'entre nous essayent par bon. Ils font 2 heures de muscu le lundi, puis après, ils ont des courbatures pendant 3 jours, donc ils peuvent plus s'entraîner. Et au final, on a juste des petites améliorations, mais qui sont très vite abandonnées par le système. Alors que le fait de faire les choses de manière quotidienne, ça permet d'en faire peut-être moins en termes d'intensité au quotidien, mais au moins le corps et le cerveau a le temps d'assimiler le volume. Et ça, c'est très important. L'objectif, c'est que ton système s'adapte constamment, mais de manière douce. Et au bout d'un moment, tac, 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 ouh, tu touches le point de bifurcation. Perso, il m'est arrivé un truc dans ce style où un jour, je m'étais fixé l'objectif d'aborder 100 filles dans la rue et que j'ai réussi d'ailleurs, mais le problème, en fait, c'est que j'ai fonctionné par bon. En gros, j'ai tout fait en 1 semaine, un peu comme si je voulais m'en débarrasser. Et donc, oui, certes, je me suis amélioré un peu au quotidien, mais au bout d'un mois, aborder une fille dans la rue, j'en étais plus capable, ou en tout cas, c'était toujours aussi difficile qu'avant. Parce que j'avais fait que des bons. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que le volume doit avant tout être qualitatif plutôt que quantitatif. Troisième intérêt et objectif de cette méthode, c'est que les mauvais objectifs sont jetés à la poubelle. Pose-toi la question, est-ce que cet objectif, je l'aime assez? Et surtout le processus qui en découle pour le faire tous les jours ou presque? Personnellement, je réponds non à plein de trucs. Il y a énormément d'objectifs aujourd'hui où c'est mort, j'ai pas envie que ça modifie complètement mon système et que je m'y astreinde autant de temps dans ma vie. Et ça, c'est génial parce que ça permet de savoir si oui ou non, ce truc, tu veux l'incarner. Le quatrième intérêt, c'est que l'objectif perd de son importance. Dans The One Thing, Gary Keller, il explique que souvent, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on n'a pas connecté aujourd'hui avec demain. Quand tu pars du daily et de l'objectif quotidien que tu dois accomplir, bon bah l'objectif lointain un peu grand, il a beaucoup moins d'importance, tu t'en bats un peu les steaks et au moins quand tu fais ça, tu connectes justement aujourd'hui avec demain. Tu n'atteins pas un gros objectif au bout de 6 mois, mais tu atteins un petit objectif tous les jours. Et ça, pour l'empreinte émotionnelle, je peux te dire que c'est bien plus important et que tu augmentes bien plus tes chances d'y arriver. La grande idée de cette vidéo, qui était important pour moi de transmettre aujourd'hui, c'est que le système doit toujours précéder l'objectif et pas l'inverse. Pourquoi? Parce qu'un système, ça s'incarne, alors qu'un objectif, ça s'accomplit. Si tu n'aimes pas grimper la montagne, ce n'est pas au sommet que ça va changer. Parce que la montagne est le sommet. Autrement dit, soit tu te connectes au présent et donc tu le vis au quotidien, ce fameux objectif, soit tu l'attends constamment et donc tu es déconnecté de ce fameux présent. Évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs, mais c'est comme si tout d'un coup, ils devenaient beaucoup moins importants et que la métrique binaire de réussite qui dit soit j'ai atteint l'objectif au bout de 6 mois parce que j'ai fait ça ou soit je ne l'ai pas atteint, perd tout d'un coup de sa puissance et de l'emprise que ça pourrait avoir sur toi. D'après des études menées par Maurice Tracer, avoir des objectifs
trop précis, souvent c'est négatif parce que ça ne permet pas vraiment de changer et d'adapter le processus. Et on le voit très bien avec le marathon où il y a beaucoup de gens qui pendant l'épreuve continuent malgré une fracture, et il y en a plein des exemples comme ça, simplement parce qu'ils estiment qu'ils vont réussir seulement s'ils passent la ligne d'arrivée, c'est noir ou c'est blanc. Penser en système et en daily, ça permet d'éviter le plus gros problème des objectifs qui est son manque d'adaptabilité et de flexibilité qui fait que trop souvent, on s'obstine et on arrive en mauvais port. On se donne rendez-vous chaque semaine dans mon podcast le plus passionnant qui s'appelle Light sur toutes les plateformes et même sur YouTube. Et n'oublie pas, mon second cerveau, premier lien en description. Je peux te dire que si tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée intéressante, celui-ci sera répondre à tes attentes. C'était Dali, ciao!